Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de Télé 50. Vous regardez votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo Décryptage. Ce soir, nous sommes en direct sur Télé 50. Si vous nous suivez de l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Et cette émission va se tourner en format un peu inhabituel puisque nous allons prendre pratiquement une heure d'échange avec Guillaume Mandiolo, communicateur de la majorité présidentielle. Il est également secrétaire général de l'ULDC, porte-parole de la nouvelle plateforme qui s'appelle ABCE. Avec lui, nous allons faire le point sur des sujets fondamentaux touchant la République démocratique du Congo. Nous allons parler d'abord de la conférence de Genève, un crime moral. Pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo a refusé de participer à cette conférence? Les vraies raisons de ces refus, éléments de réponse tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler du cobalt, le minerai le plus prisé au niveau mondial. La communauté internationale est-elle encore ivre du minerai de la République démocratique du Congo? Éléments de réponse. Et dans la dernière partie, nous ferons le point sur les nouvelles plateformes électorales, focus sur l'ABCE. Les questions politiques, évidemment, feront l'objet de nos échanges avec notre invité, évidemment, Guillaume Mandiolo. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous en direct sur Télé 50. Merci à vous, Florine Zantoto. Voilà, nous allons faire le point sur le premier sujet, la conférence de Genève. Cette conférence manquait. La République démocratique du Congo a été absente. Et vous, personnellement, je crois que vous avez fait le déplacement à Genève. Nous allons en parler. Vous allez nous donner les véritables refus, les véritables raisons de ces refus, mais aussi pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo considère un business derrière cette affaire. Alors, première question, pourquoi est-ce que cette action humanitaire, cette conférence, a été perçue de cette façon par la République démocratique du Congo lorsque l'on considère la situation humanitaire aussi dramatique? Le HCR a d'ailleurs donné quelques chiffres, 13 millions des déplacés, dont un quart des déplacés internes. Et Kinshasa n'est pas d'accord avec ces chiffres. Mais pourquoi est-ce que la RDC a refusé de participer à cette conférence? Quelles sont les raisons fondamentales? Merci beaucoup, Floride, pour éclairer l'opinion et dire les choses à la fois dans leur substance, dans leur contexte. Les Nations Unies ont des principes de fonctionnement. Lorsque on doit s'adresser à un pays, ces pays doivent être les pivots de l'activité. C'est-à-dire on ne vient pas en terre conquise imposer des situations. Ces pays doivent être les pivots de l'activité. Donc c'est en interaction avec ces pays qu'on doit devoir statuer sur sa situation réelle, qu'est-ce qui se passe exactement et tout ça. Les rapports doivent être confrontés. C'est-à-dire les rapports à la fois des ONG habilités à pouvoir travailler sur le territoire. En ce qui concerne la situation à laquelle vous faites référence au Tchad, les bureaux de Tchad devaient devoir donner son appréciation, confronter avec les chiffres de la République, au terme de ces discussions, savoir qu'est-ce qu'on doit faire et quelle est la cible exacte, de sorte à apporter vers ceux qui sont nécessiteux l'aide utile. C'est ça la procédure. Bon, vous savez, il y a des choses, de temps en temps, on doit se poser des questions simples. La RDC aujourd'hui a plus ou moins 75 millions d'habitants. 75-80 millions, disons 75 millions d'habitants. Vous n'avez pas un chiffre exact, hein, ça sont des estimations. Ce sont les estimations. Oui. Donc là-dessus, il faut quand même qu'on puisse au moins avoir des chiffres approximatifs, 75 à 80 millions d'habitants. Sur ces chiffres, il y a eu plus ou moins 46 millions de personnes qui sont amenées devant les instances de la CENI pour pouvoir s'enrôler. 46 millions. Même si on a sorti les mineurs, mais c'est plus ou moins 46 millions, on arrive à 40 millions aujourd'hui. Ce qui fait qu'il reste plus ou moins 35 à 40 millions. Alors là-dessus, il faut devoir ponctionner. C'est-à-dire on parle des 40 millions qui sont connus, qui ont des adresses, qui se sont enregistrés. Vous êtes parti de cette réalité? Non, mais c'est une réalité qui est factuelle parce que ça participe au processus qui est le nôtre aujourd'hui de recensement dans les cadres des élections. Donc on sait à qui on s'adresse. Simplement,
lorsqu'on parle de la situation des 13 millions de Congolais en déshérence, 13 millions, c'est-à-dire c'est plus ou moins le 1/3 de la population congolaise qui est en déshérence. 1/3 de la population congolaise qui est en déshérence. Je ne sais pas si on parle de quel pays là. Et que nous serions dans la même situation que la Syrie Et le Yémen. et le Yémen. C'est non seulement une forfaiture, ce sont des faussaires, au sens où l'entend aujourd'hui un éminent chercheur, Pascal Boniface. Ce sont des faussaires. Et les ONG font un business. Dites-vous bien, parce qu'on y a travaillé pendant une dizaine d'années, aux Affaires étrangères et à la coopération, sous l'autorité du ministre Raymond Tshibanda, on a constaté une chose. Entre les chiffres qui sont annoncés pour obtenir des facilitations et des fonds, et la mise en œuvre sur le terrain, il y a un gap de plus ou moins 75%. C'est-à-dire que les ONG internationales bénéficient de ces apports financiers et consomment plus ou moins 75% en ce qui concerne seulement la logistique et les salaires. Et là-dedans, il y a les rétrocommissions vers l'endroit d'où est venu l'argent. Ce qui fait qu'on saupoudre ici et là des activités. Alors, je souhaiterais savoir, puisqu'on parle de 13 millions de déplacés internes, qu'on me donne un peu un camp, un seul camp en RDC, des déplacés internes, qui prendrait l'équivalent de 500 000 personnes. Un camp. L'adresse, l'endroit, les sites. Pas un seul. J'étais à Genève. On a attendu voir ça. On n'a pas vu. On nous a montré un film, une vidéo de plus ou moins 5 minutes au grand maximum. Qui ne vous a pas convaincu? Mais non, il n'y avait pas de camp. Il y avait une dame à l'hôpital, comme tout le monde peut se rendre à l'hôpital, aller présenter la situation de son enfant. Une autre dame de l'espace Kasaï qui parlait tout à fait d'autre chose et contradisait totalement différemment. Heureusement que je comprends les Chiluba. Cette dame dit que, à l'occasion des atrocités de l'espace Kasaï avec le Kamouina Sapou, elle a perdu son mari. Et partant, elle n'a pas pu faire ses chants. Et voilà l'outil utilisé maintenant en langue anglaise pour faire une propagande tonitruante qui ne tient pas la route du tout. J'y étais, j'ai vu, c'était honteux. Alors, comment voulez-vous faire confiance aux gens qui non seulement prennent des dispositions qui sont en contradiction totale avec les principes directeurs des Nations Unies, mais encore, dans une forfaiture particulière, accumulent des exagérations non-stop sur les chiffres. C'est pas cela qui a conduit au désistement du pays Émirats Arabes Unis? Les Émirats Arabes Unis avaient accepté de participer à cette activité, mais en tant aussi que grands contributeurs. Et ayant vu le tableau réel de la situation, ils se sont posé des questions, mais comment ça a été goupillé tout ça? Donc c'était une escroquerie monumentale qui s'est terminée dans une euphorie honteuse. Alors, si je comprends bien, ce sont les ONG qui travaillent en République démocratique du Congo qui ont donné des fausses rapports au HCR, ou bien ce sont ces instruments-là, ces institutions-là même, le HCR, qui a donné des faux chiffres. Il y a des ONG qui font un business dans les pays africains, spécialement en RDC, depuis très longtemps. En connivence avec le HCR? En connivence avec OCHA, avec les HCR. Parce que les patrons des OCHA étaient là, il a dû stopper la réunion parce qu'il ne pouvait pas répondre aux questions qu'on lui posait pour partir. Et autre chose encore, cette réunion, c'était une réunion de très haut niveau. En termes basiques, pour ceux qui ne comprennent pas ce type de réunion, c'était une réunion ministérielle. Ce qui fait que les participants, les pays participants devaient envoyer les délégués au niveau ministériel. Figurez-vous qu'on est en Suisse, dans l'Union européenne, sur les 27 membres, il y en a eu 4, plus un vice-secrétaire du Vatican. 4 sur les 27. La Suisse, alors que nous sommes à Genève, le ministre suisse n'est pas venu. C'est dire la honte et la hauteur de la bêtise commise par ces gens-là. La Suisse n'a même pas délégué un ministre alors que nous étions en Suisse. Aucun pays africain n'a délégué quelqu'un. Nous avons eu le ministre Decroix, le vice-premier ministre Decroix de la Belgique. La Hollande faisant partie du bureau était là. La Grande-Bretagne, me semble-t-il la Norvège, et puis c'est tout, plus le Vatican. Alors, avant de continuer, en termes d'abord de procédure, parce que vous avez commencé d'abord à évoquer le problème des procédures, ou bien le fonctionnement d'ailleurs de cette institution de Nations Unies, avec ses agences, là où ça blesse, c'est quoi? C'est le fait de n'avoir pas associé la RDC en tant que co-organisateur également de l'événement. C'est là l'erreur aussi? L'erreur commence d'abord par les rapports. Il n'y a pas
dans les systèmes des Nations Unies un rapport de cette nature-là, unilatéral. Ça n'existait pas. C'est confrontation des rapports à rapports. Éventuellement, les déplacements sur le terrain pour faire l'évaluation. Vous avez dit que dans les Kasaï, il y a autant de déplacés sur l'Angola. Ce qui est encore paradoxal, c'est quoi? Ce que j'ai été, souvenez-vous, à la conférence sur la réconciliation et la paix dans les Kasaï, on savait très bien qu'une grosse partie des gens, notamment des Luisa, de chez moi, et principalement des Kabedekese, de mon secteur, se sont déplacés parce qu'on a la frontière avec l'Angola. Ils sont partis en Angola. Il s'avère simplement que les camps qui étaient situés un peu plus loin, du côté de Camonia, donc côté de Chicapa, a recensé plus ou moins 50 000 déplacés. Et ça, c'est un rapport Angola, RDC, HCR et Caritas. Sur ces rapports, on dit 35 000 sont revenus. Mais lorsqu'on nous montre les tableaux, on montre toujours les 50 000. Et rien n'a changé. Et rien n'a changé. Alors que les chiffres sont précis. Moi, j'étais à la conférence, j'ai eu les chiffres avec OCHA, la structure OCHA elle-même, Caritas et les Angolais. Donc c'est tellement inacceptable d'avoir ce type de comportement. Qu'on puisse comme ça jeter l'opprobre sur la RDC en permanence, y compris avec des moyens, des faussaires. Et c'est vraiment inacceptable. Alors, on va essayer de confronter un tout petit peu les chiffres, parce que la République démocratique du Congo a donné un chiffre, oui, notamment des déplacés internes. C'est pratiquement 231 000 et quelques. Oui. 231 000 et quelques. D'où vous avez tiré ces chiffres? À la suite, la situation la plus catastrophique a été dans l'espace Kasaï. C'est pour ça que je vous ai parlé de la conférence qu'on a tenue à Kananga, oui, avec les retours des uns et des autres, avec les mécanismes qui avaient été mis en place pour que les gens reviennent vers leur territoire d'origine. C'est ce qui s'est passé, globalement. Il reste encore certaines poches ici et là et tout ça, on peut recenser des gens encore en déshérence. Plus la partie est et du côté Tanganyika. C'est tout ce qu'il y a en RDC pour l'instant. Non, alors, on n'imagine pas, mais les camps, comment vous êtes arrivé à ce chiffre? Les camps sont où? Mais vous avez des ministères qui ont la responsabilité de ça. Affaires sociales est là. Vous avez les ministères en charge, de l'Intérieur qui est en charge de ça. Nous avons des chiffres. Mais les gens qui sont sur le terrain vous disent, nos chiffres sont là, les camps sont là, la situation des gens qui étaient en déshérence est celle-ci. Si vous avez d'autres chiffres, allons-y sur le terrain. Ça coûte quoi de pouvoir se déplacer d'ici jusqu'à Kananga, éventuellement, ou en Mbuji-Mayi, ou à Chicapa, et voir les camps en question? Où sont ces camps-là? C'est ça le problème. Où sont ces camps-là? Que la RDC soit reprochée que les 230 000 ne seraient pas forcément vrai, mais on nous parle de 4 millions qui seraient dans les camps. Mais dites-moi, nous sommes 4 millions de déplacés internes. Vous venez de la partie Est, vous, il n'y a pas très longtemps, M. Zantoto. Avez-vous appris qu'il y a un camp avec 1 million de personnes? Où? J'étais à Kindu, moi. Ben oui, mais avez-vous appris qu'il y a un camp? Je mets au défi qui que ce soit de nous dire où est les camps en RDC qui contiendrait plus ou moins 1 million de personnes, ne fût-ce que 200 000 personnes ou 100 000 personnes. Il est où ces camps-là? Sous l'autorité à la fois des Nations Unies et des ONG, quelque part. C'est où? Alors, voyez-vous, pour pouvoir obtenir de l'argent de manière tout à fait détournée, on profite de certaines difficultés que peut rencontrer la RDC dans certains secteurs, notamment humanitaires, pour pouvoir faire le commerce de notre situation sans notre approbation. Ça ne peut pas se faire, ça ne s'est jamais fait dans les circuits des Nations Unies. Alors si je comprends bien, aujourd'hui, la Syrie, le Yémen, s'ils sont catégorisés dans le bloc L3, ça veut dire que c'est de connivence avec les autorités de ces pays-là? Non, c'est-à-dire que lorsque vous avez la situation de la Syrie aujourd'hui avec des bombardements à tout va, c'est visuel, on peut le voir. L3, c'est les niveaux les plus élevés. Level le plus élevé, c'est L3, c'est-à-dire que vous êtes en état de guerre total. Est-ce que la RDC est dans cet état de guerre total? Et en même temps... Mais la situation humanitaire en RDC, elle est aussi dramatique. Non, elle n'est pas dramatique, elle est difficile, très difficile. Inquiétante. Pas dramatique. Non, pas inquiétante, elle n'est pas dramatique, elle est très difficile. Parce qu'il y a des zones où il y avait des problèmes sérieux, notamment l'espace Kasaï, avec beaucoup de morts, plus de 3000 morts. J'y étais, j'ai vu ce qui s'est passé. Alors, on a tenté d'une manière ou d'une autre pour pouvoir ramener les gens vers la raison, ce qui s'est passé. Maintenant, il y a la partie Est où les exactions qui s'y passent sont liées au trafic des minerais
dont les financements de toutes ces entités et des milices viennent des entreprises de multinationales. Tout le monde le sait. Ce n'est pas pour rien que vous avez l'acte Dodd-Frank qui disait de la traçabilité des matières premières qui venaient de la RDC notamment, à travers les multinationales. Comment voulez-vous qu'on continue à produire autant des portables sur la planète alors que la RDC ne vend pas grand-chose de ces matières premières et ça sort par des moyens détournés? Qui fait ça? Comment ça se fait? Et je vous ai parlé la fois passée des 7 000 milliards de dollars par an dont l'essentiel matières premières sortent de la RDC. Est-ce que nous en sommes bénéficiaires? Qui en est bénéficiaire? C'est ça la question. C'est là où tout doit se situer. Lorsque Jean-Marie Kassama pose la question au patron des Hauts-de-Cha qui pilotait cette fameuse réunion, pourquoi vous n'avez pas parlé, même pas une seule phrase, sur l'exploitation des minerais qui créent cette ambiance particulière de la mafia internationale dans l'espace Est, qui occasionne autant de milices? Pourquoi vous ne parlez pas d'ADF Nalou, les Ougandais, qui sont là installés en train de commettre des exactions et connus par tous? Pourquoi vous ne parlez pas de ces jeunes gens qui sont utilisés dans les exploitations de cobalt et du coltan qu'on voit et qui servent qui? Les multinationales. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ramenez les curseurs vers un autre endroit qui n'a strictement rien à voir? Ce sont des questions auxquelles il faut avoir des réponses. Mais la démarche empruntée, le refus catégorique de nous voir participer à la conférence, c'est ça qui est irrationnel. Non. Même si la situation n'est pas celle-là. Non. Il fallait aller et démontrer en face du monde que tous ces rapports-là étaient faux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est, vous prenez ça en amateur. Mais les professionnels de la gestion diplomatique et des coopérations... Laurent Mosengo n'est pas un amateur quand il dit que c'est un crime. Laurent Mosengo dit que c'est pas irresponsable. Me semble-t-il, n'a jamais dirigé le ministère de la Coopération des Affaires étrangères. Mukwege, les docteurs, il dit que c'est de l'irresponsabilité. Je suis désolé. Évitons de pouvoir être spécialistes en tout. Évitons ça. Vous pouvez avoir être Einstein, n'est pas être spécialiste en philosophie. Einstein ne peut pas dire, voilà, parce que je suis Einstein, je vais expliquer à Nietzsche comment ça fonctionne. Non, monsieur. Les systèmes des Nations Unies a un fonctionnement selon les critères précis et les gens qui y ont travaillé vous disent comment ça fonctionne. J'ai eu l'opportunité extraordinaire de travailler à côté de Raymond Tchibanda qui y a été. Quand il a terminé sa formation aux États-Unis, à Pittsburgh, il a été engagé au HCR. Il a piloté un des plus grands programmes dans la partie Est de Corne de l'Afrique. Djibouti, Éthiopie, cette partie-là et tout ça. Raymond Tchibanda Tonga Moulongo. Okay? J'ai appris à ses côtés, en fréquentant ces systèmes-là, comment ils fonctionnent. On ne peut pas s'improviser au motif qu'on ait une notoriété, on connaît tout. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça, on descend trop bas. Je ne suis pas médecin, du simple fait que j'ai une notoriété, je ne peux pas me dire, voilà, je vais rentrer dans une salle d'opération, commencer à opérer les gens. Non, ça ne se dit pas. Les principes des Nations Unies veulent que, peu importe la situation qui est la vôtre, les pays sur lesquels s'appliquent ce type de règles doivent participer utilement comme les pivots. Et comme ces pays-là, c'est un pays souverain, ce sont les autorités de ce pays-là qui doivent vous fournir tous les éléments. À la limite, vous contre-vérifiez. C'est ça le principe. Ça s'est passé comme ça en Syrie, avec le Yémen, tous ces pays-là, ça se passe comme ça. Mais à l'heure où on est en train de parler aujourd'hui, les contrôles sur les armes chimiques où on a frappé, ça se passe comment? On a envoyé les experts sur place. On envoie les experts sur place, oui. Et la Syrie participe pour l'évaluation. C'est comme ça que ça se passe. Et en RDC, on procède... C'est pas un camp. C'est pas seulement un camp. Mais il faut que les deux parties soient présentes. C'est-à-dire que les pays lui-même, sinon on bafoue la souveraineté. Les pays lui-même doivent absolument participer comme numéro 1. Il vous donne ces chiffres, vous vérifiez si c'est conforme ou pas conforme. Et très souvent, on n'arrive pas à des écarts de 2, 3, 4%. Presque jamais. Presque jamais. Au moment où on parle avec la Corée du Nord aujourd'hui, il y a les États-Unis qui sont en train de négocier. Il y a des experts qui sont partis. Corée du Nord. Il ne s'agit pas de la RDC. Mais une autre forfaiture, on dit que ça va très mal en RDC. Quand vous faites les tours de l'Europe, combien de Congolais qui arrivent là-bas sont admis comme réfugiés politiques ou réfugiés économiques? Quasiment zéro. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Un pays où il y a 13 millions de personnes en déshérence, lorsqu'il frappe à vos portes en Occident, vous dites non, il n'y a pas de problème en RDC. Les chiffres sont là. L'OFRA en France, les systèmes d'asile en Belgique et partout en Europe et tout ça, on n'admet pas les Congolais
de la RDC. On ne les admet pas. Ils ne peuvent pas accéder à l'asile. On leur dit non. Mais oui, c'est paradoxal de dire à la fois que nous sommes en train d'organiser un appel de fonds spécifique pour la RDC parce qu'ils sont en souffrance terrible et qu'on les torture, on les martyrise et qu'en même temps, ils n'ont pas accès à venir chez nous parce que cette histoire n'existait pas. Voyez-vous, cette contradiction magistrale démontre à suffisance que nous sommes dans les faux sans cesse. Alors, au regard de tout ce que vous avez dit là, est-ce que vous êtes arrivé à démontrer à la face du monde, lors de cette conférence évidemment, qu'effectivement, qu'il y a eu une machination, un business, une supercherie? Vous l'aviez fait, vous l'avez démontré, avez-vous convaincu? Mais non, nous, on était en tant qu'observateurs, on n'a pas pris la parole pour pouvoir en parler. Mais simplement, il y avait des observateurs qui étaient plus ou moins cohérents avec eux-mêmes. À savoir, j'ai vu un Anglais qui était un journaliste anglais qui a posé une question tout à fait simple, en disant, je ne comprends pas très bien. Vous nous avez dit, vous avez affiché 13 millions. C'est la question qui avait été posée au patron de OCHA à la conférence de presse. 13 millions. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez, 13 millions? Et quand vous faites vos calculs, on découvre qu'effectivement, il y a 750 000 Congolais qui seraient réfugiés dans les périmètres immédiats de la RDC. 500 000 étrangers sont en RDC. Là, on n'est toujours pas à plus de 2 millions. Mais en RDC, vous parlez de plus ou moins 4 millions. Mais qu'en est-il des 13 millions? Qu'en est-il des 13 millions? Et puis, les messieurs posent la question en disant, est-ce qu'il y a une coordination sur le terrain entre vos services à vous, les ONG, et éventuellement avoir la position du gouvernement? Nous, on a des chiffres ici qui nous parlent de 230 000. Et vous nous amenez aucun élément qui puisse nous convaincre du contraire jusque-là. Et on a attendu voir un film. Vous nous montrez un dispensaire et une maison. Mais en vertu de quoi ça corrobore les chiffres des 13 millions. Et in fine, la question qui est posée, que je pose de nouveau, mais les Congolais sont-ils admis dans quel pays aujourd'hui en tant que réfugiés, économiques ou politiques? Aucun. Les gens qui sont dans une souffrance absolue, 13 millions de personnes, et si jamais il y a 2-3 000 personnes ou même 50 personnes qui arrivent, sont refoulés d'office en disant que leur pays, il n'y a pas de problème. C'est quand même étrange pour un appel des fonds aussi important. Et d'ailleurs, l'appel des fonds, je pense qu'on va y venir parce que c'est très important d'évaluer ce qui a été fait. Et je prendrai spécialement les cas de la Belgique parce que travailler à la coopération dans les cadres de bilatéral, je sais ce qu'on a fait avec la Belgique, où est-ce qu'on en est exactement en termes des financements de la RDC. Je sais exactement ce qu'on en est. Et quand ces messieurs Descroix a bluffé, a sorti des faux chiffres pour parler de l'aide, alors qu'il ne s'agissait pas de l'aide, j'ai dit voilà, les sommets de la blague et de la forfaiture. Voyez-vous, si vous permettez, je peux déjà toucher ce point. Allez-y. J'ai entendu parler de 500 millions de dollars qui ont été versés sur quel compte? Ou des promesses de 528 millions. Ça venait d'où? J'ai comptabilisé en prenant note de tous les intervenants. 500 millions, 528 millions, ce n'est pas forcément de l'argent frais comme ça. C'est quoi en fait? Il y a également de la nourriture qu'on pourrait donner, de l'eau qu'on donne aux nécessiteux. Je vais vous faire rire, mais bon, c'est pas forcément comique. Les Brésil, pour permettre les termes, c'est foutre de leur gueule, a proposé de venir apprendre aux Congolais la capoeira. C'est ça l'aide du Brésil. Capoeira. C'est-à-dire? Ah bah oui, puisque vous dites que bon, ça pouvait être en nature. Les Brésil s'est proposé de venir apprendre la capoeira aux gens. Voilà l'aide qu'on a obtenue du Brésil, par exemple. Parce que le Brésil estimait que c'était une vaste blague. Oui, nous, Brésil, proposons de pouvoir soutenir les jeunes gens qui veulent apprendre la capoeira. Vous savez, la danse spéciale acrobatique, ben voilà, c'est ça l'aide. C'est comme ça qu'on va aider les réfugiés, les 13 millions de réfugiés en déshérence dans les camps. La Belgique propose, de la bouche du vice-premier ministre, ministre de la coopération, Descroix, fils de son père, 25 millions de dollars, les fameux 25 millions de dollars dont tout le monde sait, plus 75 millions de dollars sur l'année 2018. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que
En 2009, lorsqu'on a rétabli la relation avec la Belgique, la signature de la réconciliation entre Adolphe Mouzito, d'un côté pour la RDC, et Van Rompuy, de l'autre côté, Premier ministre pour la Belgique, Charles Michel, à l'époque, ministre de la Coopération de la Belgique, Raymond Tchibanda, ministre de la Coopération de la RDC, et nous, experts, moi j'étais avec l'ancien secrétaire général Mondonga, on conduisait la délégation des experts, on a traité du dossier du PIC, du plan indicatif de coopération RDC-Belgique 2010-2013. 405 millions d'euros. Voilà la ventilation. C'est extrêmement important qu'on retienne. 4 secteurs d'intervention. Développement rural, plus ou moins 100 millions. Secteur de la santé, enseignement technique et environnement, me semble-t-il. Les 4 secteurs. Et puis, il fallait nous aider à financer la construction du bâtiment pour le ministère de la Coopération à hauteur de 35 millions. Mais là-dedans, il y a eu une supercherie par rapport à ce qu'on appelle la coopération déléguée. C'est-à-dire que lorsque la Belgique veut intervenir dans une activité et qu'elle n'a pas assez de moyens, elle donne à la structure qui a un peu plus de moyens sa contribution. Ça s'appelle la coopération déléguée. À cette occasion, la Belgique avait déjà enlevé 20 millions d'euros à transférer. Donc sur les 405 millions, c'était moins 20 millions déjà à transférer à cette activité-là. Lorsqu'on évalue le pic 2010-2013 en 2016, il y a encore plus ou moins 300 millions qui ne sont pas utilisés et qui sont reconduits d'année en année. Et alors, il devait rester plus ou moins au jour d'aujourd'hui 100 millions d'euros qui couvrent en fait ce que monsieur venait de dire. Donc il n'y a pas un sou à part qui est venu dans le cadre de l'appel des fonds sur un compte spécial portant sur la gestion de la situation humanitaire catastrophique supposée en RDC. Ça n'existait pas. Donc monsieur vient nous raconter qu'effectivement, l'argent qui avait été destiné pour les pics, c'est cet argent-là qu'on va devoir utiliser pour affecter à l'appel des fonds. Ce qui est une escroquerie intellectuelle que font habituellement les faussaires, y compris de la monnaie politique. Mais ça, c'est la Belgique. Alors, mais avec les chiffres fournis par la République démocratique du Congo en rapport avec cette situation humanitaire, est-ce que la RDC, à elle seule, peut répondre à cette situation aujourd'hui sans l'aide? En convenant qu'on a atteint tout au plus 60 millions, ce que j'ai entendu ici et là, il y avait 2 millions par ici, 3 millions par là, 500 000 par ici et tout ça. Globalement, on a atteint plus ou moins 60 millions. Les 100 millions que je viens de démontrer ici de la Belgique étant faux parce que c'est déjà incorporé dans les pics 2010-2013 et qui n'a jamais été... Je suis en train de parler de la situation humanitaire. Oui. La RDC a débloqué déjà 100 millions. 100 millions pour affronter la situation parce que 100 millions correspondraient aux besoins des nécessités à hauteur de 230 ou 231 000 Congolais qui sont en déshérence. Ça n'a pas répondre à ces besoins-là. Mais les faux 500 millions qui n'arriveront jamais parce que ça n'existait pas. Et quand j'entends les ministres des Affaires étrangères, les vice-premiers ministres chez Okitundu, le mettre au défi en disant « montrez cet argent-là et venez qu'on voit un peu cet argent-là ». Cet argent n'existait pas. J'aimais au défi les gens de l'OCHA de passer sur ce plateau, de faire la démonstration, effectivement. Cet argent a été, donc, ou ces promesses sont effectives. Oui. Ces promesses sont effectives et que les comptes qui vont devoir contenir ces promesses-là, parce que quand vous faites l'appel des fonds, c'est sur un compte spécial affecté à un objectif spécial. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas à venir nous faire la démonstration de du cas de coopération. Et ce compte-là doit en principe également être géré par qui? Les comptes doivent être gérés concomitamment entre la structure qui a proposé et les pays qui reçoivent. Ça, ce sont les principes de la déclaration des paris dans le cadre de l'aide et d'Accra et de la rencontre de Kinshasa. Il y a eu 3 grandes réunions des Nations Unies sur comment est-ce qu'on affecte l'aide. Les pays qui reçoivent, c'est les pays qui déterminent où est-ce qu'on affecte l'aide. Et ce n'est pas les pays qui donnent qui doivent devoir déterminer. Mais ceux qui nous suivent peuvent se poser la question de savoir si ailleurs l'on respecte ces principes, pourquoi ces principes ne sont pas respectés en RDC? Mais parce que tout simplement, il ne s'agit pas
Ça, c'est la poudre aux yeux. L'histoire ne se passe pas à ce niveau-là. L'histoire est comment est-ce qu'on peut vilipender la RDC en permanence pour pouvoir la morceler dans l'objectif de cette fameuse ivresse du cobalt. Vous savez que le cobalt a dépassé le seuil de 100 000 la tonne et que d'ici la fin de l'année, on pourra dépasser les 150 à 200 000 la tonne. La situation se passe à ce niveau-là. Constatez par vous-même, 2017, à partir du mois de novembre, on commence les manifestations. On veut un régime spécial. Ça ne marchait pas. 2018, on lance une opération qui était liée au fait... C'est-à-dire que cette histoire commence avec les manifestations corrélativement à la proposition du projet de loi sur la révision du Code minier. Lorsqu'il sort du Parlement et qu'on attend la promulgation, maintenant on passe à une autre étape. La Suisse, qui normalement n'était pas mêlée à toutes ces histoires, se trouve les droits de pouvoir sanctionner les autorités congolaises comme par hasard. Et la même Suisse où est installé Glencore, tout le monde le sait, se propose d'accueillir cette fameuse conférence sur l'appel au fonds en faveur de la RDC. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Et comme par hasard, alors que les Dodd-Frank Act, ce sont les sénateurs américains, oui. Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Européens, statuent sur le fait que tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui, c'est autour des minerais. Comme par hasard, il n'y a pas de guerre dans le Congo central, il n'y en a pas à l'Équateur, c'est la partie Est qui est concernée en permanence. Toutes les milices sont là-bas. Et la sortie des matières premières aujourd'hui, les pays voisins sont devenus quasiment les premiers trafiquants, c'est les termes, les trafiquants des matières premières congolaises. Mais pourquoi dans une instance aussi importante que celle-là, il aurait fallu qu'on puisse dire, voilà, les causes de cette situation. Il ne faut pas dire, on va en aval traiter les effets, mais les causes, c'est quoi la cause? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? RDC, essayez de stabiliser votre situation en ce qui concerne vos minerais, de sorte à ce qu'on puisse éviter tout ça. Le banditisme international est installé dans la partie Est qui cause autant de dégâts. C'est ça Donc ça veut dire que même à travers cette situation humanitaire, en toile de fond, se trouve la problématique du cobalt. Mais bien entendu. Mais je viens de vous faire la démonstration qu'effectivement, il y a une conjonction d'éléments comme par hasard qui se suivent les uns les autres. C'est-à-dire qu'on commence par manifester l'année passée pour obtenir un régime spécial, sortir du cadre constitutionnel, et ça ne marchait pas. On passe à autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? Il faut absolument sanctionner les autorités congolaises, comme par hasard. Et puis, ça ne marchait pas. On passe maintenant à une conférence pour pouvoir dire, voilà, le peuple congolais souffre tellement qu'il faut aller l'aider sur place. Il y en a combien? 13 millions. Ah bon? 13 millions? Ben oui, 13 millions. Vous savez compter? Vous savez c'est quoi 13 millions? 13 millions, ça serait éventuellement Congo-Brazzaville, plus le Rwanda, plus le Burundi, plus une série de pays qui sont autour de nous, ensemble, ça ferait 13 millions. Et en RDC, il y aurait des camps qui sont supposés contenir 13 millions de Congolais en déshérence. Il y aurait débordement. Tout à fait. Et comme par hasard, ces 13 millions, quand il y en a qui s'échappent, 20 ou 30 ou 50 qui vont en Europe, qui arrivent à la porte de l'Europe, on les noie dans la mer en disant non, mais vous ne pouvez pas être des réfugiés. Vous, pas vous. Vous êtes suffisamment riches, vous êtes en démocratie, vous discutez à la télévision tous les jours. Non, pour insulter Kabila, ce n'est pas un problème. Non, non, rentrez chez vous, c'est pas... Alors, là, si je comprends bien, alors, tous les efforts du gouvernement congolais pour l'amélioration du climat des affaires, attirer plus d'investisseurs potentiels, tous ces efforts sont pratiquement tombés en vain. Parce que là, l'image du pays est salie. Mieux encore, mieux encore. La Réunion commence par faire des satisfecit à la RDC. La RDC a fait énormément de progrès dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de... Bon, on a sorti les... Là, vous acceptez. Mais non, vous ne pouvez pas commencer une réunion en disant ça et pour atterrir sur ce type d'énormité. La RDC a assaini son secteur de ceci, de cela et tout ça. Mais des éloges terribles. Mais en même temps, tout le monde déplore son absence. D'abord, vous déplorez son absence. Mais parce que les principes n'ont pas été respectés. Les principes sont simples. Les pivots doivent être là. C'est les pivots qui prennent la situation. Voilà, la RDC, en synergie avec les instances des Nations Unies, le système des Nations Unies, la situation qui est la nôtre sur le terrain, c'est celle-ci. On a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on est confronté à ça comme difficulté. Nous attendons un soutien de la communauté internationale à telle hauteur. C'est ça le principe.
Et ça corrobore avec les systèmes des Nations Unies, la déclaration de Paris, la déclaration d'Accra et la rencontre de Kinshasa. Ce sont les outils du droit international qui permettent de pouvoir gérer ce type de situation. On ne peut pas le faire de cette façon-là. C'est-à-dire que ce sont des truands qui sont organisés pour truander la RDC ou manger sur le dos de la RDC en faisant appel au fonds, notamment des généreux donateurs que sont les Émirats Arabes Unis qui ont refusé de donner, qui ont refusé de participer. Donc finalement, ça fait pchit. 1,5 milliard attendu, on a eu 60 millions et ils annoncent 500 millions. Forfaiture. Donc ça veut dire que ce que les gens doivent retenir par rapport à cette conférence, il n'y a même pas d'argent. Il n'y a aucune somme d'argent qui a été levée par rapport à cette conférence. Il n'y en a pas. Il n'y aura pas d'aide internationale en matière de situation humanitaire, des déplacés. Si nous partons du principe que nous sommes dans une situation d'urgence, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'après cette conférence, au grand maximum, en moins 2 mois, 1 mois, nous devons disposer de certains moyens financiers déjà qui seront disponibilisés pour attaquer la situation. Voyons d'ici 1 mois ce qu'on aura. On n'aura rien. On n'aura rien parce que ça n'existait pas. Non, mais parce que vous avez déjà menacé les ONG, même si on leur donnait de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le problème, c'est que les comptes en banque devant contenir ces appels de fonds n'existent même pas. Et par conséquent, il n'y aura pas d'argent. C'était un effet d'annonce qui n'a abouti à rien, qui a abouti à brasser du vent. Et la Belgique est en numéro 1, avec des menaces d'ailleurs. Avec des menaces. Parce que le ministre en question s'est autorisé à pouvoir dire que la RDC a toujours fonctionné avec l'article 15. Vous voyez la hauteur de l'insulte. Les gens qui se croient tout permis, après les mains coupées, après la mort de Lumumba, après tout ça et tout ça, et les gens ont encore l'autorité. Après avoir installé une dictature la plus féroce de la planète en RDC pendant 32 ans par la Belgique, ils ont les culots de pouvoir nous donner des leçons. L'article 15 est né de quoi? Du moboutisme. Ce n'est pas du kabylisme, du moboutisme. Alors, oui, la RDC est habituée avec l'article 15, mais apparemment, l'article 15 n'est plus opérationnel. La Belgique dit à la population congolaise les mêmes termes que j'entends un parti politique installé aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont en Afrique du Sud ou ailleurs, tout ça, en train d'utiliser. La Belgique promet à la population congolaise qu'elle a les moyens de l'accompagner pour pouvoir, je ne sais pas faire quoi. Donc, ça corrobore avec l'idée selon laquelle il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de soutenir un soulèvement plutôt militaire. Et ce n'est pas acceptable. Et on doit dénoncer ça dès à présent parce que nous sommes dans un processus électoral. Le peuple congolais, comme un seul homme, est parti s'enrôler à plus de 40 millions. Donc, c'est déconsidérer les 40 millions pour faire bénéficier, je ne sais sur base de quel principe, à un individu, un groupe d'individus, une hauteur messianique, alors que la situation dans le pays est tout à fait autre. Connaît nos difficultés. On peut arriver à faire des ajustements raisonnables, comme j'ai toujours dit. Mais qu'on puisse considérer que la centralité de la RDC, en termes de son caoutchouc précédemment, de son uranium, aujourd'hui de son cobalt, lui conférant la place prépondérante en remplacement de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes pour la transition énergétique, doit absolument pousser à ce qu'on puisse la découper. Ça pose un problème. Et tous ceux, congolais ou pas congolais du tout, qui s'associent avec ces renégats pour pouvoir démolir la RDC, sont en train de faire fausse route parce qu'on ne se laissera pas faire. Beaucoup ont tenté en 1960 pour découper. Ça n'a pas marché. Voilà, on va passer à la dernière partie de cette émission, puisque nous allons parler actualité politique, notamment avec ces différentes coalitions qui se font à l'approche des élections. Vous faites partie d'une plateforme dénommée ABCE, qui veut dire Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent. C'est cela. Exact. Voilà. Alors, question, ces coalitions, c'est une option ou c'est un impératif? Les deux. L'option qu'on lève, parce qu'on a envie d'être avec les gens avec lesquels nous sommes en harmonie. Un impératif, parce que atteindre le seuil nécessite absolument qu'on soit dans un groupe et qu'on couvre la totalité du territoire national. Parce que nous allons avoir une seule circonscription nationale qui est la RDC. Ça ne sera plus, j'ai gagné mon élection à tel endroit, non.
il faut gagner l'élection sur l'étendue du territoire. Et ça nécessite que les gens aillent ensemble. Vous savez, moi, j'ai théorisé là-dessus, j'ai écrit là-dessus, la nécessité dans ce pays d'avoir au grand maximum 2 formations politiques. Un peu sur la base de l'idée de la Constitution de 67. 2 formations politiques, une tendance de type libéral, une autre tendance de type social-démocratie et tout ça. De sorte à ce qu'on puisse avoir à confronter nos idées, nos projets. Et quand on se présente aux élections, si ça n'a pas marché pour un groupe, qu'on tente l'autre groupe. Au moins, c'est clair dans la tête des gens. Mais regardez vous-même avec la transhumance, où les gens sont dans l'opposition matin, dans la majorité demain, ainsi de suite et tout ça, on ne sait pas suivre. Alors, cette opportunité avec la nouvelle loi électorale nous permet de pouvoir nous rapprocher modestement, sans arrogance. Et nous former un groupe, me semble-t-il, je peux me permettre de le dire, les meilleurs de la majorité présidentielle. Cette plateforme. Cette plateforme, parce qu'il n'y a pas d'arrogance. Les plateformes qui se font sans idéologie, vous vous retrouvez parce que la nécessité demande à ce que vous soyez ensemble. C'est cela, aucune base. Non, j'ai parlé d'une option. Oui. J'ai parlé, vous avez dit... Option. Impératif. Impératif. J'ai parlé de l'option. L'option, c'est quoi? Il ne faut pas me mettre avec n'importe qui non plus. Parce qu'il y a des critères pour se mettre ensemble. 1, faire partie de la majorité, il faut être membre de la majorité. 2, se soumettre à la charte de la majorité, c'est-à-dire que le moment venu, il faudra avoir un seul candidat pour la présidentielle. C'est lui qui sera convenu, c'est-à-dire que, puisque les dauphinats ne s'imposent pas, c'est celui qui tient les manettes qui doit désigner le dauphin. On ne peut pas s'autoproclamer dauphin, ça n'existait pas. C'est une pratique. Ça veut dire que pratiquement tous les partis qui forment votre plateforme, ça veut dire que vous devriez être d'accord sur ce choix. Ça a été dit à l'avance. Mais oui, mais parce que c'est les principes qui ont été déterminés par l'autorité morale de la majorité présidentielle en disant, voilà les critères. Vous faites vos plateformes en fonction de vos accointances et vos sentiments, vos rapprochements individuels, de vos idéologies politiques, et de sorte à ce qu'on puisse avoir un groupe qui soit homogène et opérationnel, et qui s'entend. C'est ce qui s'est fait. En ce qui nous concerne, nous, en toute modestie, on n'a pas les prétentions de dire l'ULDC seul peut arracher 2 sièges, 5 sièges dans chaque province. Non, on a des espaces où on a la maîtrise totale, d'autres espaces où on a besoin de collaborer avec les autres. La RDC est très vaste. Les ambitions démesurées sont à devoir mettre de côté. À bannir. Bon, donc, partant de là, les partis qui sont avec nous, globalement, sont des partis nationalistes et des tendances libérales. Globalement. Ce qui fait que, partant sur ces principes-là, et l'idée de cette nation qu'il faut protéger, l'ULDC ayant pour principe notamment être l'avant-garde et les remparts de la lutte contre la désunion ou le morcellement de la RDC et du soutien sans cesse de sa souveraineté, donc c'est nécessaire qu'on soit avec les gens qui sont dans la même lancée. C'est pour ça qu'on est avec A.G. Matemo, qui est un nationaliste convaincu, donc connaît tout ça avec son nouveau parti politique, ANADEC. Donc on est en harmonie. On est avec M. Matenda, on est avec M. Kinke, on est avec un certain nombre de grands leaders, avec Bayende. Donc ce qui fait qu'on couvre l'essentiel du territoire. La partie Est, on a Darwezi, on a Boulambo, on a Matenda, j'ai cité, on a au niveau du centre Raymond Tchibanda lui-même en personne, on a M. Bakafontsenda, au niveau de l'espace Katanga, on a les ANADEC, du Bandundu, on a les Mbosso. Et tout. Donc, on couvre l'essentiel du territoire. Dans la partie Congo central, on a Mukoko Samba. Bon, bref, c'est un regroupement puissant, cohérent, capable d'arracher un certain nombre de sièges et avec des gens vertébrés, qui ont une expertise réelle. Ah bon. Alors, est-ce que vous pensez également... Dites pas, ah bon, est-ce que vous pouvez mettre en doute ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que vous pensez également à des programmes communs au-delà, notamment du candidat de la présidentielle, à des stratégies, des candidatures concertées sur les élections législatives, par exemple? Est-ce que vous en parlez, vous en discutez aussi? C'est une obligation. C'est une obligation. On va avec une liste commune. On ne va pas, moi, je ne vais pas aller aux élections au niveau de l'USA en tant qu'ULDC. Je vais aller en tant qu'ABCE/ULDC. Et sur cette liste, j'aurai les candidats APNG, j'aurai les candidats NAD, j'aurai les candidats Panader qui seront avec moi.
Maintenant, si les candidats panadères dans les périmètres n'a pas d'aura ou n'a pas d'assises, de base, il n'ira pas là-bas. Et moi, si je n'ai pas un bon candidat dans l'espace Est, notamment à Kindu, ailleurs ou dans le Maniema, pour pouvoir poser mes candidats de l'ULDC, ben on laissera l'espace. Donc on doit en synergie travailler pour ne pas se marcher sous les pieds. C'est ça le principe. Donc c'est la liste commune, ça n'a rien à voir. Alors, qui dit liste commune dit aussi programme commun. C'est-à-dire que la plateforme majorité présidentielle, qui sera forcément appelée autrement parce que nous sortirons au terme des élections de la majorité pour maintenant solliciter une autre majorité, est appelée à pouvoir proposer un programme, un nouveau programme à la population congolaise. Et chaque regroupement doit proposer sa pensée, sa façon de faire les choses, son projet. Nous voulons un Congo émergent dans les plus brefs délais. Quels sont les outils qu'on a apportés pour ces Congos émergents en ce qui nous concerne? Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent. Oui, mais vous voulez un Congo émergent, vous proposez quoi? Et c'est là-dessus qu'on va devoir voir qui fait quoi, qui propose quoi. C'est là-dessus que je souhaiterais avoir en face de moi ceux qui ont les prétentions démesurées en disant qu'ils savent. L'émergence passe par quoi? Ce sont des outils très subtils. On les connaît, on ne les connaît pas. On ne s'improvise pas au motif qu'on est célèbre ou quoi que ce soit. Hein? Quand on vous tend un micro, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir structurer votre pensée, organiser votre vision, savoir que la RDC est dorénavant confirmée dans sa centralité en ce qui concerne ces matières stratégiques et que par conséquent, comment est-ce qu'on doit recomposer nos relations avec l'extérieur, comment on les fait, comment est-ce qu'on doit installer chez nous les systèmes d'enseignement spécifiques pour la transformation ici, les centres de recherche appliquée fondamentale, comment est-ce que le secteur culturel doit devenir prépondérant parce que nous sommes une mosaïque extraordinaire, comment est-ce qu'on met ça en valeur? La chose que nous vendons le mieux aujourd'hui, c'est notre culture. Est-ce que ça bénéficie à la population? Comment est-ce qu'on doit réhabiliter l'identité nationale à travers notamment les mains coupées? Comment est-ce qu'on doit avoir un très grand ministère de la culture qui doit mettre en avant ce que nous sommes, d'où nous venons? Notre cohésion vient de quoi? De nos souffrances communes, de notre martyre lié aux mains coupées, de nos souffrances pendant la colonisation la pire de la planète, de ce qu'on nous a arraché sans cesse, d'une dictature sanguinaire pendant 32 ans, organisée, gérée par la Belgique. On va continuer avec l'actualité politique, évidemment. C'est tout ça. Donc, oui. Parce que très habituellement, quand vous posez les mots, la question sur programme, plus personne ne parle. Alors, je suis intarissable sur les projets de société, sur les programmes. Alors, puisque nous parlons d'actualité politique, en République démocratique du Congo, notamment avec les élections, parlons un peu du cas Moïse Katumbi. Nous voulons que ces élections soient consensuelles, après que ces élections soient apaisées, crédibles, transparentes. Est-ce que, en termes de cohésion nationale, la paix que l'on recherche, écarter un candidat de la trempe de Moïse Katumbi, est-ce que ce ne serait pas ne pas avoir des élections apaisées en RDC? Vous savez, le cas Moïse Katumbi peut être réglé. Vous savez, quand vous dites de la trempe, ça veut dire quoi de la trempe? On a un sérieux souci dans ce pays où on s'arroge des titres tonitruants au motif qu'on est célèbre parce qu'on a de l'argent. Ça pose un problème. Non, vous particulièrement, vous n'avez pas le même aura que Moïse Katumbi. Je vous mets au défi sur un point précis. Moi, Guillaume Manjolo, il est possible que dans 200 ans, on parle encore de moi. Parce que, tout comme Cicéron, j'ai écrit, j'ai produit de l'intelligence. De l'intelligence. Socrate était fils des pauvres. Attendez, s'il vous plaît. Il faut quand même, de temps en temps, qu'on puisse se ramener à la réalité. Socrate, ce n'était qu'une parenthèse. Non, cette parenthèse est nécessaire. Parce que dans ce pays, on est dans une conception du star system. On oublie que ce qui est la pérennité, ce n'est pas les star systems. Ce sont les idées les plus élevées possibles. C'est-à-dire l'esprit est au-dessus de la matière. Aujourd'hui, vous là, M. Zantoto, vous êtes un chrétien quasi à un niveau terrible. Je vous connais. Mais du temps de Jésus, vous n'allez même pas les regarder. Vous. Vous serez en train d'aduler Ponce Pilate. Vous n'allez pas regarder Jésus en son temps. Parce qu'il n'était rien du tout. Donc, si je le crois aujourd'hui, ça veut dire qu'en ce moment-là, je l'aurais aussi cru. C'est trop facile. On continue. C'est haram, c'est un péché. On continue. Non, c'est-à-dire, il faut vous rappeler une chose. Oui. Les grands hommes, ce sont ceux qui laissent les idées, qui proposent des idées, des grandes idées, qui marquent leur temps et qui tiennent pendant des générations et des générations. Ce sont les grands hommes.
Un grand homme, ce n'est pas un milliardaire. Des idées du genre 100 milliards de dollars pour... Ça, ce n'est pas une idée. S'il vous plaît, répondez... Mais ça, c'est de l'épicerie, ce n'est pas une idée. Alors, répondez à ma question. Ben oui, donc c'est-à-dire que la réponse à la question est simple. Oui. Chaque Congolais qui répond aux critères d'éligibilité à un poste précis a droit de participer à l'élection. Qui répond aux critères. Congolais, critères. Prenons le cas de Moïse Katumbi qui a renoncé à sa nationalité italienne. Moïse Katumbi peut retrouver sa nationalité congolaise, non? Bien entendu. Ben alors? Il peut la retrouver. Et alors? Mais ça nécessite une procédure. Une longue procédure à long terme? Non, pas à long terme. Il y a une procédure qui est fixée par la loi. Il y a une procédure qui est fixée par la loi. La loi est claire. 2004, novembre 2004, il y a une loi de 2004 qui précise quels sont les mécanismes pour pouvoir être rétabli dans sa nationalité. Ça existe, c'est là. A-t-il fait la démarche? L'article 10 devient un obstacle également? Non, 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 non. L'article 10 n'est pas un obstacle. L'article 10 fixe les choses. La mise en œuvre, il y a une loi organique à ce niveau-là. Ce monsieur a des avocats, il a des juristes, des grands talents autour de lui. Ce qui est recommandé, c'est que ce n'est pas ce que vous êtes en train de solliciter, un passe-droit. C'est simplement de se conformer aux règles de la République. Et lorsqu'on a des prétentions d'être les premiers des Congolais, on doit devoir se soumettre à ces règles-là, d'abord soi-même. Il s'agit de ça. Alors, ne m'emmenez pas sur les terrains des Bernard Tapie, des tel et tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes dans le faux total. Chez moi, ça ne marche pas. Merci Je n'adule pas les gens. Je ne suis pas un idolâtre de l'argent. Je suis un idolâtre à la limite de l'intelligence. C'est pour ça que je suis nietzschéen. Nietzsche est mort pauvre. C'est pourquoi je suis chrétien. Jésus n'avait rien. Vous voyez, tous ceux à qui je fais référence, Cicéron, n'était pas patricien. Il était plébéien au départ. Il est devenu patricien par la suite par sa connaissance, ses compétences. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas dans cette configuration-là. Alors, si vous voulez faire le commerce de ce qu'on appelle aujourd'hui l'organisation de la haine politique, c'est pour les autres. Moi, je ne passais pas ça. D'accord. N'attendez pas de moi d'applaudir qui que ce soit. Dernière question. Est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement une ouverture, un rapprochement entre le gouvernement, entre Joseph Kabila et l'opposition, je vais dire le rassemblement Félix Tshisekedi, pour la nomination éventuelle d'un Premier ministre? C'est possible. J'avais dit que moi j'étais ouvert. J'avais parlé à l'époque et j'ai insisté là-dessus. Et les gens disaient, oui, la philosophie politique, on ne comprend pas très bien tout ça. J'ai parlé des ajustements raisonnables pour atteindre un objectif précis, le bonheur de la population. Les grands hommes en politique, ce sont ceux qui sont capables de faire des grandes concessions. Mais répondez à la question. Des très grandes concessions. Oui. Je suis d'avis qu'effectivement, un rapprochement avec les camps de Félix, qui est un Congolais, fils de son père, et dont on n'a pas à discuter là-dessus, et qui a autour de lui des gens quand même qui ont une certaine envergure. Avec lui, nous pouvons faire les choses de sorte à ce qu'on ne tombe pas dans la déflagration. Parce que j'ai vu comment son père a souffert, des mêmes personnes qui aujourd'hui sont en train de soutenir enfin ceux que vous citez là et tout ça. S'il y a des gens qui ne peuvent pas s'associer avec eux, c'est Félix. Il n'a pas droit de s'associer avec ces gens-là. Parce que son père, pendant toute sa vie, pendant la dictature, a souffert de ça. Il connaît les intérêts de ces gens-là, il sait comment ça commence, il sait comment ça finit. Donc, par conséquent, je pense qu'un rapprochement serait salutaire. Parce que... Vous devenez maintenant rationnel. Non. Il fallait y penser avant. Je suis celui qui parle des ajustements raisonnables depuis le début. J'ai parlé... Si vous revoyez... ça veut dire que vous étiez contre Tibala? Non, je ne suis pas dans Vous étiez contre le choix? Non, non, je ne suis pas contre qui que ce soit. Oui. Je dis simplement que lorsqu'on doit regarder sur les panoramas politiques, il faut évaluer les poids des uns et des autres, voir aussi la situation des bases électorales. Le peuple pense quoi? Comment est-ce qu'on peut concilier les positions? Or, il s'avère que les gens du Rassemblement Félix aujourd'hui ont aussi un poids nécessaire. Oui. Et ces poids-là est à considérer. Bon, si aujourd'hui on arrive à un compromis sur les retours de la dépouille mortelle de son père, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une raison. Et cette même raison-là peut nous guider et présider à ce qu'on puisse avancer un peu plus loin, de sorte à ce qu'on évite. Vous savez, il y a eu des dissensions entre les Kasavubu et les Lumumba, mais lorsqu'il fallait, pour les intérêts de la nation, coaliser, ils ont coalisé et ils ont obtenu l'indépendance. Donc on peut mettre un peu de côté certaines choses et tout ça, pour l'international, et surtout pour éviter la déflagration. Je ne pense pas que
Félix est dans l'option de ceux qui veulent prendre les armes. Donc il doit se dissocier totalement de ceux qui veulent prendre les armes. Les grands moyens. Les grands moyens sont les armes. Donc, non, pas forcément, ça n'a pas été cité là. Normalement, les grands moyens, c'est la guerre. c'est ça. Alors, on ne sait pas. Bon, monsieur s'érige aujourd'hui en chef de guerre. Est-il un chef de guerre? Est-ce qu'il sait c'est quoi la guerre? Est-il un chef de guerre? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Il s'érige en chef de guerre. Moi, je vais faire des grands moyens avec ses amis, notamment des crocs. Les multinationales qui font les guerres en Afrique, est-ce qu'ils sont des chefs de guerre? C'est la puissance de l'argent, la force de l'argent. Il se cache derrière des gens. Or, lui s'érige. Les multinationales n'ont pas de prétention de dire voilà, on place un chef de l'État. Moi, je suis chef de l'État et tout ça. Non, je suis Glencore. Les patrons de Glencore deviennent chef de l'État. Non, ici, c'est différent. Ici, lui est patron d'une structure financière avec les gens derrière lui et il veut prendre les pouvoirs pour prendre le pouvoir et il faut le faire la guerre. Il s'agit de ça. Il s'érige en chef de guerre. La question, est-il un chef de guerre? Il faut prendre ses propos au sérieux. Les grands moyens. Il faut prendre ça au sérieux. Je retiens que ceux qui nous suivent puissent considérer une chose. Est-il un chef de guerre? Merci beaucoup à Guillaume Mangiolo, communicateur de la majorité présidentielle, secrétaire général de l'ULDC. Vous êtes également porte-parole de l'ABCE, la nouvelle plateforme électorale qui réunit en son sein 20 partis politiques, dont à la tête nous avons l'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda. Merci d'être venu sur ce plateau et de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis, ce décryptage spécial sur Télé 50. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.